That's it. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'épisode, je sais même plus quel numéro qu'on est rendu, mais c'est l'épisode sur le leadership conscient. Et j'ai Jeanne Railly ici avec moi pour jaser de leadership conscient. Bonjour Jeanne. Bonjour Joey. Comment ça se passe? Est-ce que c'est Joseph ou Joey? De plus en plus, j'apporte Joseph de plus en plus. OK. Mais il y a encore des gens qui m'appellent Joey. Il y en a qui savent pas, ils m'appellent Joe. Ça fit pour les deux. OK. D'accord. Essayons Joseph. OK. Joseph. Parfait. Bonjour. Bonjour. Raconte-moi un peu comment tu œuvres dans la vie aujourd'hui, Jeanne. Aujourd'hui, je suis consultante. Je suis consultante pour une firme, surtout une firme RH, on va dire. Mais je suis aussi coach. Alors, je suis des leaders, je les forme, je les accompagne à développer leur plein potentiel et puis pour avoir un meilleur impact dans leur organisation et avec leurs équipes. Ouais, principalement avec des leaders. Principalement avec des leaders. Ouais. En fait, ça fait 5 ans que je suis plus dans la grande entreprise, mais là, j'ai un retour à vouloir servir l'individu, la personne qui veut venir à moi. Donc, ça a été un beau parcours. Je suis passée de plus de B2C à B2B, puis là, un peu un hybride des deux. Ouais. Je suis prête à sortir du placard. Oh, OK. Donc là, peut-être c'est un dévoilement. Peut-être un dévoilement, oui, c'est ça. Ben, merci d'utiliser ce médium pour t'afficher pleinement. Ouais, merci de cette invitation. Oui, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'aspects de la divinité de la personne, de la souveraineté personnelle dans qu'est-ce que tu apportes. Puis des fois, c'est quand même, il y a des heurts dans l'entreprise. Il y a comme des difficultés de langage que tu nommais. Exactement. Mon intention aujourd'hui, on parle de leadership conscient, puis je me suis dit, de quoi j'aimerais parler? Puis récemment, je suis rentrée sur le CA d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Pour un Québec conscient. On va peut-être même rechanger le nom parce que il y a une petite confusion. Et les messages qu'on a reçus des gens pour un Québec conscient, c'est quoi ça? C'est une secte? Est-ce que tu fais partie de l'élite ou tu fais pas partie de l'élite? Est-ce que t'es conscient? Enfin, c'est quoi ça? C'est un mouvement politique. Et c'est vrai que j'ai eu le même défi quand je commençais, quand j'ai transitionné, parce que on se connaît quand même, faut le dire, on se connaît de Stéphane Leblanc, de l'époque du Centre international du leadership conscient que j'ai cofondé avec Stéphane Leblanc en 2017. Et ça a été extraordinaire de travailler avec Stéphane. On a parti un mouvement qui, je pense que le mouvement était déjà là, mais ça a un petit peu rassemblé. Stéphane avait une force surnaturelle, vraiment d'aller ratisser le monde au complet là, puis de rassembler tous les leaders, tous les gens. Alors voilà. Donc au début, son projet s'appelait Leblanc Transformation. C'est lui qui est venu me chercher en fait sur LinkedIn. Puis ça faisait 2 jours que j'étais en train de me dire, OK. Moi, je viens du monde de l'événementiel, en fait. J'ai eu plein de postes vraiment intéressants, de gestion, en tout cas, gestion d'affaires. Puis à un moment donné, moi, je me reconnaissais plus là-dedans. Et par mon background bouddhiste, mes parents sont pratiquants bouddhistes, ils pratiquent 2 fois par jour, tous les jours. C'est vraiment, j'ai toujours eu des sujets de conversation sur l'évolution de l'humain, sa psyché. C'est vraiment très très intéressant. Mes parents se dévouent vraiment à leur pratique, à leur compréhension du monde de la conscience. Et quand je me suis moi-même, j'ai dit, OK, je veux plus travailler en événementiel, je veux plus travailler dans le superficiel, parce que je travaillais quand même pour des grosses marques comme, sans dire les gros noms, mais tu sais, c'était des grosses agences de marketing, c'est du branding, c'est la beauté, en tout cas. La vente de produits. C'est ça, puis ça me rejoignait pas dans mes valeurs, puis à un moment donné, je me suis dit, non, je veux pas avoir des enfants, puis travailler super fort pour des choses qui ne me rejoignent pas, j'étais pas sur mon X. Et donc, quand j'ai défini un jour en coaching que je voulais élever la conscience dans le monde des affaires, je suis pas venue d'un monde d'une éducation bouddhiste pour arriver à faire juste
travailler les contenants. Ouais. J'avais envie d'amener du contenu. Et donc, 2 jours plus tard, une fois que j'ai défini ça en coaching, Stéphane m'a contacté sur LinkedIn. La résonance a fait que son travail. Ouais. D'ailleurs, c'était vraiment, j'ai trouvé comme genre, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est vous. Ah oui, c'est vraiment ça. Et donc, Stéphane m'a contacté sur LinkedIn. Il m'a dit, hey, j'ai vu ton profil d'organisatrice d'événements. J'aimerais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider dans mon projet. Son projet s'appelait Le Blanc Transformation. Puis je dis, OK, parfait, aucun problème. Moi, je suis une Enneagramme 2, je suis dans l'aide, je vais l'aider, je vais de sa doula, pas de problème. J'ai une mission. Non, je veux que tu fasses partie du truc, je veux vraiment. Alors, je fais, OK, alors à ce moment-là, on va changer on va changer le nom, on va changer la mission, on va tout ça. Donc, on a co-créé ça, qui a créé comme un beau vortex, et c'était magnifique. Très inspirant, d'ailleurs. Moi, ça m'a transporté, qu'est-ce que vous aviez bâti ensemble. Ouais, c'était beau, puis j'ai eu la chance de rencontrer des mentors, des leaders dans la conscience au niveau mondial, comme Raj Sisodia qui a cofondé en fait le Conscious Capitalism, qui est vraiment comme de dire ok, comment on peut amener le capitalisme à devenir conscient, et c'est des beaux piliers là-dedans. Richard Barrett, les Barrett Values, enfin plein d'affaires. Et puis je me suis fait Nelly Mabat, surtout, qui est devenue ma mentor en Shakti Leadership, qui est devenue une de mes spécialités en leadership féminin par la suite. Ouais. On en parlera tantôt. Oui, certainement. Et donc voilà, et donc on a parti ça avec Stéphane, et à un moment donné, j'ai senti l'appel que c'était trop. Encore là, c'est comme pour un Québec conscient, c'est la même chose. C'est que ça nous amène à être très spirituel, mais désincarné. Comme dans le monde des idées. Oui, donc on a beaucoup des beaux concepts, et puis donc c'est pas très accessible, c'est pas très pratique, et puis je me dis, bon, c'est quoi ce leadership conscient? Là, je me dis, aujourd'hui, bon, je vais parler de ça. C'était quoi mon voyage? Donc oui, il fallait que je me détache de Stéphane à un moment donné pour aller travailler dans les tranchées. Là. Il fallait vraiment trouver mes propres repères. Et un des éléments déclencheurs, ça a été de me faire évaluer 360. Ouais. Ah, ça, c'est quelque chose, ça. Ça, là, ça te met t'as un miroir, là, assez raide, et très peu de leaders, même à ce jour, en entreprise, veulent faire cette évaluation-là. Il y a comme un désir de voir ce qu'il y a dedans dans le dossier, mais en même temps, on veut pas se voir, là. On veut pas voir la vérité, Mais c'est un test quand même assez bien fait, ce test-là. C'est le test, en fait, je suis diplômée là-dedans aussi. Ça s'appelle le Barrett Values. Puis ils utilisent plein d'outils. Alors, pour évaluer un peu le niveau de conscience dans lequel tu es. Okay. Alors, c'est beau, hein, je l'ai fait 2 fois, ce test-là, d'ailleurs. Et donc là, tu reçois ton résultat, et dans le résultat, il y a toi qui t'évalue. Alors, c'est quoi tes valeurs, ok? Puis chaque valeur coïncide à un niveau de conscience. On s'entend que si santé, puis santé financière, c'est pas le même niveau de conscience de faire une différence dans le monde. On s'entend que alors, c'est logique, hein, une valeur coïncide à un besoin, qui coïncide à un manque. Alors, si t'as pas comblé ce besoin-là, il va te ramener. Un peu ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est une crise de conscience. C'est des valeurs, en tout cas, ils viennent d'une valeur peut-être potentiellement limitante. Ils nous pognent là, tu sais. Avec des besoins qui sont clairement pas rencontrés. Exactement. Puis, dans le fond, puis pour évoluer, le mot assez est très important. C'est quoi le trop, c'est quoi le assez? C'est vraiment un élément très important dans l'évolution de notre conscience. Là. Puis c'est sûr que dans notre société judéo-chrétienne, il y a un blind spot, c'est notre ego. Elle a été démonisée, comme quoi c'était pas bon, là, t'as pas d'ego, puis t'as pas besoin, comme juste sois bon avec l'autre, sois gentil, sois nana. Sublimation totale à l'être, là. Et donc c'est un peu ça, le leadership conscient. Ça nous amène dans un monde d'altruisme, donc de papillons. Alors on a oublié la phase chenille, là, tu sais. À un moment donné, faut que tu te ramasses de l'énergie pour donner. Tu donnes pas à partir de carence. Et moi, ça a été ça, mon grand moment d'éveil. C'était de voir que j'étais full carencée dans mon ego. J'étais juste dans le don de soi, et voilà. Et donc, c'était beau. Moi, je voyais ça. Il y avait 0 point. Il y avait 0 valeur dans les 3 premiers niveaux de conscience. Et boy. Et après ça, ce que les gens voyaient, c'était la même chose. Alors, au moins, j'étais cohérente, là. C'était comme, ça, c'est intéressant aussi, hein. C'est aussi, des gens peuvent faire des tests puis faire comme, ah, moi, je me vois de même, là, je suis pas revenue.
Complètement différent. Oups! Dissonance, là. Peut-être que là, là, on voudrait se poser des questions. Mais dans ce test-là, on voit aussi qu'est-ce que les gens aimeraient plus que tu sois. Ah, Donc, les qualités inhérentes qu'ils apprécient. En fait, dans le fond, qu'est-ce qu'ils voient? Ils reconnaissent que tu es, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient plus que tu sois, dans le fond? On peut dire ça de nos amis, tu sais, à un moment donné, on se dit, ah, tu sais, ouais, ils sont ci, ils ont ça, non, j'en reconnais. Mais en même temps, là, ce qui les aiderait, ce serait ça. Hein? On s'entend que... Et puis, dans ce test-là, t'as quand même environ entre, on va dire, une quinzaine de personnes qui t'évaluent, là. Donc, ça, c'est intéressant. C'est les 10 valeurs les plus reconnues, Puis les personnes qui t'évaluent, c'est des gens proches, c'est des gens professionnels. Professionnels, dépendamment de ce que tu fais, là. Okay, donc, c'est de choisir professionnel, des gens qui t'ont connu dans le milieu professionnel. Okay. Moi, je l'ai utilisé plus de manière professionnelle. Puis, c'est sûr que... Généralement, je pense que c'est ça, hein. Ouais. À moins que t'aies le goût de faire un test pour le fun. Ouais. Un 360 avec la famille, oui, c'est ça. Il y a plein de biais, là, par contre. Ouais, peut-être. C'est comme, c'est du vieux karma, là-dedans. Oui, c'est ça. Donc moi, ça a été vraiment un moment de révélation. Puis les gens me demandaient de revenir sur la Terre, en fait. Et donc, de revenir sur des valeurs de base, d'être plus affirmative, de mettre mes limites, de faire peut-être plus attention à mes finances. C'est comme ça. Le blind spot de plusieurs, ça, les finances, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ça a été le début. Et puis, donc j'ai continué... Après Stéphane Leblanc, j'ai senti que j'avais un appel. J'avais rencontré Nili Mabat aussi, d'ailleurs. Puis, elle a écrit le livre avec Raj Sotek qui s'appelle Shakti Leadership. Puis ça, là, pour moi, ça a été un autre gros morceau du puzzle. Qui était... Shakti qui est? Qui est le pouvoir de création, en fait, qui est une énergie féminine. Qui détruit avant de créer, souvent. Ok, ça c'est Kali. Ah, c'est Kali, ça, ok. C'est Kali Kali fait partie, elle a une énergie archétypale assez intéressante aussi. Elle coupe la tête. C'est ça. Ok, fait que je les mélange avec Shakti, énergie féminine, créative. C'est l'énergie qui anime la vie, en fait, qui fait que tes ongles poussent, tes cheveux poussent, la terre tourne, c'est ce qui donne la vie. C'est là, mais on n'en parle pas. C'est comme... On pourrait dire que c'est le chi. Ouais, ça peut être le chi. Dans d'autres contextes, là, les gens ils comprennent peut-être mieux avec... Puis pour moi, c'est ça. Ça m'a beaucoup structuré aussi. Ça me dit, ok, il y a quelque chose qui manque dans notre modèle. Puis un des plus grands défis, et pourquoi je me suis réfugiée à des hauts niveaux de conscience, selon moi, c'est parce que, premièrement, je viens d'une famille bouddhiste. Et comme dans la plupart des religions, les gens qui cherchent à s'élever spirituellement, ils vont aller chercher des valeurs très élevées. Mais à blind spot encore, dans le pratico-pratique, et j'ai toujours du mal à m'incarner. Je pense que la première fois que je me suis sentie vraiment bien sur la Terre, c'est quand j'ai donné naissance à ma fille. Là. Tu peux pas être plus incarné que là. Quand la vie passe par toi. Ouais. Donc, d'aller... Alors, j'ai senti un appel... à travailler avec les femmes. Je me sentais plus à l'aise avec le féminin et je pense que c'est ça qui a été le début d'une guérison, je pense. Je pense de voir que ce qui faisait que j'avais du mal à m'incarner, c'était de sentir que le monde était trop dans la performance, le côté dominant, dominé, dynamique toxique, tu sois bon là-dedans, tu saches tirer ton épingle du jeu, très polarisant. Puis donc je suis allée, j'ai senti que je voulais vraiment travailler avec les femmes. Puis encore là, une fois que j'ai fait, ok, je veux travailler au niveau mondial avec les femmes, je veux vraiment m'allier, c'est avec les femmes que je veux être. Nilima m'a contacté sur LinkedIn. 2 jours? Ça a pris encore 2 jours? Je te jure, ça a pris 2 jours. Ah oui? Puis c'était un moment où je venais de me séparer de Stéphane. J'étais comme genre, c'est too much, c'est trop vite, c'est comme trop yang, tout ça. C'est comme, ça me rejoint pas. J'ai besoin de douceur. Je me séparais du père de mes enfants. C'était très, très difficile. Puis là, Nilima m'a contactée. Elle avait été conférencière plusieurs fois sur, une fois au The Global Leadership Summit, qu'on avait fait au Palais des Congrès.
Elle était venue, mais elle était venue aussi sur des podcasts. J'ai dit, OK, elle, là, je résonne vraiment avec ce qu'elle a à dire, là. Ça marche pour moi, tu sais. Le langage qu'elle utilise, tous les archétypes, tout le côté scientifique. C'est une femme très pragmatique aussi, mais elle a le côté spirituel. Puis je trouvais que ça faisait un pont. Donc, beaucoup, le leadership conscient m'a permis de rallier, donner un langage au monde, à l'intelligence spirituelle, on va dire. Mais dans un contexte plus corporatif. Exactement. Ouais. Puis de pas avoir à utiliser des mots qui sont wou-wou, tu sais, puis des mots qui font du sens, là. Donc en tout cas. Donc là, elle m'a contactée et elle m'a dit, Jeanne, je suis en train de faire ma première cohorte à l'Université de San Diego avec un groupe de femmes à l'international, des femmes qui travaillent pour des grosses corporations, puis on est en train de faire notre première cohorte à l'Université de San Diego et je veux vraiment que tu sois là. Wow. Et trop bizarre parce qu'à ce moment-là, je venais de me séparer de Stéphane, séparer du père de mes enfants, j'étais fait sortir de la maison, j'avais rien. J'étais, tu sais, vraiment à la rue, là, tu sais, avec 2 jeunes enfants, de 2 ans ou 3 ans, il avait peut-être Oscar, et Flavie, 4 ans et demi, là, j'étais toute seule. Mais je me suis fait guider par tous ces mentors, tous ces gens, là, c'est ça qui était beau, là, dans cette transformation. Et même si j'étais plus avec Stéphane m'envoyait des guides, il me disait, Jeanne, elle est dans sa transformation, là, big time, là, il faut l'aider, là, faut l'aider. Donc, parce que c'était quitter Stéphane, mais c'était pas de le laisser tomber non plus, là. Non, c'était juste de pas travailler. C'était juste comme, j'avais de la difficulté. Il y a une grosse énergie. C'était un exécutif de chez Bombardier. Il a l'habitude de travailler avec, tu vois, 1000 employés en dessous de lui. C'est on a remarqué aussi par la suite, il y avait des problèmes de santé mentale, on le voit, hein, des grosses polarités avec des moments de manie, tu sais. Alors, travailler avec lui dans un contexte de mois de transformation, c'était too much, là. Son pôle de gravité était trop fort. J'avais besoin de m'individualiser, j'avais besoin de vivre mon processus. C'était nécessaire pour justement t'affirmer, de rencontrer un pôle comme ça aussi important pour que toi tu puisses t'arracher puis dire non, moi aussi j'ai mon pôle à moi, là. Mais Stéphane a toujours remarqué, dès qu'il m'a rencontré, il m'a dit, mais toi t'es tombé dans la potion. Tu sais, c'est comme Obélix, là, il est tombé dans la potion jeune. Il dit, voilà, moi j'ai trouvé plein de mots pour la conscience, mais toi tu l'incarnes. Puis je pense que c'est un cadeau, tu sais, que mes parents m'ont donné, mais c'est aussi un curse, c'est un sortilège, là, dans le fond, d'avoir tombé dans quelque chose donc j'ai toujours eu de la difficulté à m'identifier au monde humain, là. Puis avec le test de Barrett, là, j'ai dit, my God, je suis loin de, j'ai besoin de structurer. Donc la vie a fait ce qu'elle avait à faire, là, donc j'ai fini par aller à l'Université de San Diego. J'avais même pas d'argent pour y aller. Je fais mes impôts cette année-là, j'ai un gros retour. J'avais trop donné d'impôts, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai un gros retour. Tu sais, je sais pas, c'était plusieurs milliers de dollars, là, cette affaire-là. Là, c'est très, très cher quand même. Puis là, finalement, j'avais même plus qu'il fallait. Et puis, je suis allée et t'as déménagé pour la période? Je suis allée là. En fait, il y a une partie qui est en présence, une partie à distance. Donc, c'est magnifique quand même. J'ai pu faire ça. Et je me suis entourée de femmes incroyables, des femmes qui travaillent dans la paix dans le monde, qui travaillent avec l'ONU, tu sais. Donc, Peace Through Commerce, c'est comme le gros, organisme en arrière, avec Conscious Capitalism de Raj Sodia est en arrière. Il nous a d'ailleurs donné un cours sur le conscious capitalism. C'était magique. Puis c'était au-delà des idées, là. Il y a vraiment des gens qui l'apportent dans la matière. Oui. Et qui l'amènent dans les universités et tout ça. Puis là, il a cofondé, je pense que c'est dans son Advanced Leadership Program à l'Université de San Diego, qui est sous la bannière capitalisme conscient. Là, c'est hot. Bon, en tout cas, la Californie a ça aussi, elle est un peu en avance
sur des fois des courants, là. Ouais, clairement. Anyway. Donc voilà. Puis donc après ça, j'ai opéré j'ai donné des cohortes en leadership conscient féminin. Mm-hmm. Je me suis spécialisée là-dedans. Mm-hmm. C'était magnifique. Jusqu'à ce que la COVID arrive. Cette fameuse COVID. Et là. Alors, tout ce qui était événementiel, ouais. tout ça, ça a comme dégringolé. Je suis quelqu'un de très présentiel, machin. Ouais. Donc là, on a dû se réinventer. Ouais. Et c'est là qu'une opportunité est arrivée. Oui. Et je suis rentrée... en fait, j'ai commencé à travailler pour une firme conseil. Et mon premier contrat était pour une mine. OK. OK. Dans le Nord. Dans le Grand Nord québécois? Ouais. C'est ça. Et donc, je me suis dit, waouh, il n'y a rien de plus groundant. On va dans les profondeurs de la terre. Ouais. Puis au début, je m'identifiais pas dans les valeurs du tout. Alors moi qui est dans les valeurs comme ça. Puis quand je me suis fait interviewer par une femme que je respecte énormément. C'est Nicole Lécuyer de Mars qui, elle aussi, a travaillé chez Bombardier avec 9000 employés à sa charge. Là, une femme forte, là, une femme mais douce et bienveillante. Puis quand elle m'a interviewée, elle m'a dit ce qui t'a fait passer l'entrevue là, c'est oui, t'es compétente, mais c'est vraiment ce que tu m'as dit là. Si je peux amener ma lumière, si je peux amener ma conscience dans le fond de la terre, là, je vais y aller. Donc j'ai pris, j'ai dit ok, je vais écouter là où je dois aller. Hein. Ouais. C'est quoi ce livre, The Path of the Least Resistance? Least Resistance, ouais. C'est ça? Ou quelque chose comme ça. Surrender. Ouais. The Surrender Experience. Ouais, oui, Experiment, ouais. Experiment. Ouais. Michael Singer. Ouais. Je me suis sentie comme ça. Je sens que ma vie, elle est comme ça. Ouais, de plus en plus, hein. Ouais. Quand tu t'es choisi, peut-être, au moment où tu t'es choisi, là, la vie prépare tout le nécessaire pour t'aider à accomplir ce que tu as choisi. Puis c'est sûr qu'il y a le syndrome d'imposteur, tu sais, qui prévient qui je suis, là, tu sais, la fille bouddhiste, tu sais, genre, qui vient du monde de l'événementiel. OK, oui, j'ai fait mes cours, j'ai fait ça. Puis Stéphane, c'est ça qu'il voulait. Il dit, mais regarde, là, si tu veux rentrer en entreprise, voici ce que tu as besoin. Tac, tac, tac. Vas-y, on est allé le faire, on est allé faire les formations, tu sais, Integral Coaching, une super bonne truc, une école, tu sais, on s'est entouré, on est allé chercher les pionniers du leadership, les pionniers ou les piliers, ceux qui sont actuels en leadership conscient, on les a fait venir au Centre international de leadership conscient, ils ont amené leurs cours, on a suivi leurs cours, tu sais, on a créé, puis ça s'est passé avec perfection, là, tu sais. Puis j'ai un message à donner aux gens, c'est ça, tu sais. Suivez, là, suivez cette écoute. Il y a une écoute quand on tombe dans le leadership conscient, il y a un élément extrêmement important, et peut-être qu'on va en parler, là, parce que là, je parle de mon histoire, mais c'est très pertinent, puis on justement... structurer, justement, un peu les grands éléments Comment on fait pour entendre ce message qui se présente pour nous diriger vers ce leadership conscient? C'est ça, mais je pense que quand tu vas, tout ce qui est presencing... Putain, tu connais bien ça, hein? La méditation et autres. Ouais, mais il y a une écoute. Puis quand tu regardes la théorie U d'Otto Scharmer ou des trucs comme ça, là, à un moment donné, tu tombes dans le bas du U, là. Le bas du U, c'est presencing, là. T'écoutes, c'est une écoute tellement profonde, là. C'est pas l'écoute data ou, tu sais, l'écoute empathique, l'écoute active. On tombe plus bas. On tombe au fond, là. T'as plus rien à prouver. Non. T'as plus rien. Et donc, et là, t'es dans cet espace où t'entends. C'est comme une pulsion, il y a comme une énergie qui elle sait où elle veut aller. C'est une boussole. Puis on sait quand c'est vrai, on sait quand c'est, on sait quand c'est vrai ou faux, là, ça se sent. C'est comme si il y a une... attaché avec notre détecteur de mensonges ou de vérité ou de... Ça. Ou d'alignement, un détecteur d'alignement. Ouais. Puis quelqu'un qui a écrit Power versus Force là, de Atkins, David Atkins. Lui, c'est intéressant aussi. Ouais, moi c'est lui qui m'a guidé beaucoup dans mon leadership conscient, justement, de quelle énergie que je ressens, si je suis capable de l'identifier, elle est où dans l'échelle. Puis avec courage, y faire face, puis de remonter vers les sphères plus élevées. Les fréquences plus élevées, Parce que c'est comme si lui,
il a mis une hiérarchie à la vérité. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. C'est comme, Ouais. ok, c'est quoi la fréquence de cette vérité? Puis c'est vrai qu'il y a des vérités qui sont propres à nous. Puis on le sent, hein, quand quelqu'un raconte sa vérité. C'est comme, ah, ok, c'est vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. Ouais. Tu Ouais. vis ça, puis c'est ton nœud, puis t'es Ouais. comme, puis t'es capable de dire, ok. Mais il y a des vérités qui sont universelles. Des vérités qui vont être pour un petit groupe, tu sais, mais il y a vraiment des vérités qui vont aller plus grand. Puis je trouvais que lui, là, il a bien structuré ça, là. Ouais. Il a enlevé le jugement. Il a été capable de trouver la vérité à travers l'intelligence du corps, qui est associée avec l'intelligence divine. Ouais. Puis à travers le muscle testing, là, la kinésiologie appliquée, il a réussi à bâtir cette... C'est ça. Mais malheureusement, c'est pas une science exacte. Non. Mais je pense que tout le monde, on peut sentir quand quelque chose est vrai. Tu sais, je pense que notre cœur, puis si tu vas dans le Heart Institute, tous des gens comme ça, là, ils vont te dire, tu sais, ils trouvent, ils ont des surprises. Ils ont dit que les gens vont vivre une réaction forte même avant de montrer une image négative. Tu sais. Donc, comme avant même que l'image apprenne. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est la prochaine image qu'ils vont montrer, qui montre un désastre ou tu sais, qu'il y a une connexion avec quelque chose d'au-delà. Ouais, il y a quelque chose. Je pense qu'on le sait, ça. Ouais. Et donc, la présence est un élément extrêmement important. Et je pense que le premier pilier du leadership conscient, c'est de développer cette conscience, ce rapport avec cette présence. Notre diapason personnel. Oui. Ouais. Puis il faut quand même se connaître. Tu sais, je pense connaître nos valeurs, connaître nos limitations, tu sais, connaître notre personnalité, connaître nos forces, connaître nos faiblesses. Je pense que le premier grand élément du leadership conscient, c'est ça. Conscience de soi. C'est ça. Puis il y a une logique. Il y a une logique. Puis quand je suis rentrée dans la grande entreprise, là, on m'a demandé d'enlever tout ce qui est conscient, tout ce qui est féminin, masculin. Dans les termes, là. Dans les termes, là. Oublie ça. Puis je me suis dit, beau défi. Mais en même temps, venant d'une famille bouddhiste, j'ai toujours vu mes parents ne pas utiliser des termes bouddhistes. Parce que on était les seuls bouddhistes du village. En France, là, on était dans un village de 350 habitants. Je me suis jamais fait boulier pour être bouddhiste ou genre. Je pense que les gens, il y avait pas de référence. Ils savaient pas. C'est les gens calmes du village. Elle est pas témoin de Jéhovah, c'est sûr. Elle est pas, tu sais, genre, des fois, on va peut-être se moquer de certains groupes, là, tu sais, mais genre, ou, c'est pas Krishna, me donne pas de fleurs. Non, il y avait pas de Krishna. C'est des gens qui s'habillent normaux, ils sont normaux, tu sais, il y a pas de croix, il y a rien, tu sais, c'est comme, il y a pas de symbole, les gens, ils savaient pas c'était quoi, là. T'sais. Mais je sais que je me sens bien avec Jeanne. Mais je sais pas pourquoi. Ouais. Puis, donc c'est ça. Donc, j'ai toujours vu mes parents s'adapter puis enlever le langage, ésotérique ou spirituel, dans leur conversation, tu sais. Alors, c'est pas de problème. C'est vrai que une compétence, c'est une compétence. Je suis d'accord, que ça soit féminin, masculin, c'est sûr. On peut parler de logique versus émotionnel plutôt que de dire féminin et masculin. Ouais, on peut parler de cerveau, d'un cerveau gauche. Ouais, c'est ça. Le cerveau gauche, il est pas mal dominant. Donc, on va valoriser beaucoup le rendement, la performance, la structure. Ça revient à dire, comme dans le coaching, de rejoindre la personne où est-ce qu'elle est. Ouais. Parce que si elle est ici, puis toi tu parles d'un niveau où est-ce qu'elle peut pas comprendre, elle va jamais s'élever à toi. C'est nous qui devons descendre pour pouvoir la faire suivre un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça m'a aidé à comprendre, à rejoindre les gens là où ils étaient. Ouais. Puis la belle surprise que j'ai eue, c'est que les gens sont très conscients, peu importe dans quel milieu, là. Donc il y a pas de... Tu sais, que je travaille dans une mine au fin fond du Québec, là, et que je travaille pour, je sais pas, là, genre, une start-up, là, full éclaté avec des gens, tu sais, genre très éveillés. Ou qui se disent éveillés. Qui se disent éveillés. Parce que des fois, finalement, des fois, là, c'est la personne qui travaille dur, 12 heures par jour, tu sais, à faire des fly-in, fly-out, là, tu sais. Qui s'abandonne à sa situation actuelle. C'est ça, et puis qui est un bon parent, puis qui remplit ses obligations, puis qui, tu sais, c'est des gens groundés, puis finalement, tu sais, ils avaient justement cet ego bien structuré, sain, puis à vouloir élever leur leadership. Puis, donc c'était vraiment une belle surprise, puis je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, on n'a pas besoin de mettre féminin, masculin, on n'a pas besoin de mettre conscience. Non. Mon travail, ça c'est mes outils.
Puis C'est ça. mon travail, c'est mon intention que j'avais avec Stéphane, c'était d'élever la conscience dans le monde des affaires. Et donc cette intention m'a amené à vivre tout ça. Et Une intention simple. Ben, elle était claire, elle Oui. était vibrante à l'intérieur Oui. de moi. Je pense que c'est important, ça. Pas de superflu. Non. C'est élever la conscience dans le monde des affaires. Élever la conscience dans le monde des affaires. Ouais. Parce que quand j'ai fait Vipassana, puis c'est que à un moment donné, bon, mes parents... Pour ceux qui savent pas, 10 jours de méditation en silence. Oui. C'est assez intense quand même comme expérience. Oui. Ouais. Puis à un moment donné, c'est dans ce silence-là, ça jase. Ça change. C'est pas très silencieux, finalement. C'est ça, dans le fond, c'est d'apprendre à écouter ce jacassement interne perpétuel. Ah, il est là. Mais il veut quelque chose. Oui, il y a un besoin. Il veut quelque chose, ce jacassement-là. Puis il veut être écouté. Oui. Puis des fois, on va trop vite, puis on veut le bien, puis on... Ce petit aspect-là, elle parle. Puis moi, il y avait beaucoup de mes blessures qui remontaient. Être blessée par mes patrons, être blessée dans les organisations, être blessée dans mes valeurs, de pas écouter ces valeurs, de me... Je sentais que je m'étais violentée, tu sais. Puis trop rapidement tasser ça. Genre, j'ai mal, mais tu sais, c'est pas pour aujourd'hui. Puis... c'est ça. Je suis pas mes valeurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça qui est demandé. Puis souvent, c'est ça, hein, c'est nous qui se violentons plus que les blessures externes. Ouais. Parce que justement, on va pas à la rencontre de ça pour l'entendre. Ouais, c'est vrai. Puis on le silence, puis on dit non, c'est pas le temps, puis... Oui, c'est ça. Donc il faut prendre le temps d'écouter c'est en fait dans ce silence-là, on peut les entendre. Là, c'est les endroits où on n'a pas écouté, on s'est violenté. Donc c'est un petit peu ça qui m'a amené au leadership conscient finalement, puis de m'amener à vouloir faire la différence. Je me disais wow, c'est ça, ça me hante. Puis j'ai refait un autre Vipassana peu de temps après. C'est la même chose. C'était, je voyais que c'est super important ces valeurs, ces valeurs-là. Donc dans le leadership conscient, il y a la conscience de soi, mais il y a cette conscience de nos valeurs. Et de comprendre, en fait, qu'il y a quand même une certaine forme de hiérarchie à la conscience. Pour moi, qu'est-ce que j'ai dit, là, tu sais, genre, c'est la pyramide de Maslow, t'as les échelles. Et donc, nous évoluons en stade. Alors, individuellement, l'humain va évoluer en stade. L'enfance. Et collectivement, d'ailleurs, on va revenir à ça. Ouais. Oui, l'enfance. Et tu le vois quand on a un bébé, là, quand on a été parents. On voit, là, les stades de développement de notre enfant. Tu le vois, là, au début. C'est la sécurité, là. Et tu as besoin d'être sécurisé, l'enfant, là. Il pleure. Ses besoins de base, est-ce qu'on va le nourrir? C'est ça. Puis ça demande beaucoup d'énergie, là. Mais une fois que ça, c'est canné, puis on a développé cette confiance-là, OK, là, on peut passer au prochain niveau, qui est l'attachement, l'intelligence limbique, tu sais, tout ce qui est comme le relationnel, tu sais, on va le développer. Le choix, non. Quand il rentre dans le non, je ne veux pas, non. Oui, l'individuation tranquillement, c'est comme apprendre à qui nous sommes, notre estime, notre valeur, nos limites. Ouais. Puis après ça, on monte au prochain stade, c'est sûr que le Maslow est différent, mais genre, si j'utilise le Barrick Value, c'est la transformation. Donc c'est de dire OK, qu'est-ce que j'ai reçu de mon éducation, et souvent c'est dans la vingtaine, trentaine, on va vraiment comme essayer de vraiment rejeter, d'essayer des choses à notre façon, puis là on voit qu'on est OK, là on commence à avoir les limites des choses. Donc c'est un peu chaotique cette phase-là. Puis après ça, quand on arrive dans notre quarantaine, fin de trentaine, c'est se dire OK, quelle est ma réelle identité, quelles sont mes fondations. D'où cette fameuse crise qu'on entend souvent de la quarantaine. Puis à 50 ans, on commence vu qu'on est solide à l'intérieur, là on va être cohérent encore plus à l'extérieur. Donc on peut faire une différence, on peut impacter, on peut être un mentor cohérent, c'est à partir du plein, puis pas à partir d'un endroit où j'ai besoin de reconnaissance. Je le fais à partir de cette partie-là. Puis dernière étape, c'est service désintéressé. Donc voilà. Je cherche beaucoup, mais là, vas-y. Oui.
Mais c'est le but, on veut aller puiser dans cette conscience, dans cette sagesse. Ouais. Puis Mais il y a une question. Oui. Qui a été posée, puis peut-être que je pourrais l'amener, c'est ça, là, puisqu'on nous a posé une question. J'ai fait une retraite avec plein de leaders de tribus. Oui, récemment, c'est vrai. Il y a 2 semaines. Ouais. 10 jours à peu près, 10 jours. Des gens qui travaillent dans la conscience, des coachs, des propriétaires d'entreprises et tout ça. Puis le but, en fait, il y avait une grande question qui a été posée. On a fait plein d'exercices, mais à un moment donné, on a fait un fishbowl où on était 40 à répondre à la question. Parce qu'il y a une question qui selon moi, pour le leadership conscient, c'est un des importants éléments, c'est l'impact. Ouais. Quel impact que je veux avoir. C'est ça. Mm. Donc, une fois que j'ai évolué, moi, là, puis c'est sûr que la conscience, elle existe. C'est peu importe, là, que tu fasses. Avec ou sans toi, elle est là. Elle est là. Ouais. Peu importe. Donc, après ça, t'es conscient toi-même de tes stades d'évolution. Puis, qu'est-ce qui me bloque à aller au prochain stade et tout ça. Être conscient aussi de nos variations. Parce que c'est pas parce que t'es arrivé à un stade que tu peux pas dégringoler l'enfer. On reste pas là, on se promène. C'est ça. Ouais. Donc, il y a le paradoxe, c'est le fameux paradoxe, on peut nous-mêmes varier des enjeux de santé mentale, enfin tout ça. Puis d'ailleurs, plus on monte, plus on réalise que il y a des choses à travailler dans le bas de la pyramide. Donc on évolue en stade, mais on opère à des niveaux de conscience. Donc là, ça c'est une autre chose. Donc, la question qu'on a posée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour faire émerger la conscience au Québec? Qu'est-ce qu'on peut aider? Comment on peut aider à ce que ce soit peut-être plus une pouponnière ou un endroit où on peut cultiver ou être un exemple pour le reste du monde? Ouais. À toi, je vais te poser cette question à toi. Quel impact? Comment que je... mais c'est une très belle question. Merci. Comment on pourrait faire émerger la conscience au Québec au niveau collectif, au niveau comme collectivement ou comment moi je peux le faire? Ben oui, mais tu sais, qu'est-ce qui pourrait aider cette émergence de la conscience au Québec? Ben, moi je reviens souvent à ce qu'on entend, que ce soit Gandhi ou Bouddha qui disent essentiellement il faut le faire en soi. C'est comment faire pour amener la paix sur Terre, mais fais la paix en toi. Oui. Parce que la paix en soi va avoir un effet sur ton cercle immédiat autour de toi, avec tes proches, ta famille, tes amis. Oui, c'est vrai. Très rapidement, ça va se dévoiler dans ta communauté, dans ton quartier. C'est vrai. Peut-être dans ta ville, peut-être au travail. Donc, partout où est-ce que toi, tu vas te promener parce que tu as une plus grande présence, plus grande conscience, plus grande paix intérieure, naturellement, ça va se dissiper autour de toi. Oui, c'est vrai. Puis, un peu comme toi, je retournais vers les bases. Parce que un peu comme toi aussi, j'étais très pris dans ma tête quand j'étais plus jeune, puis j'étais avec des grandes idées que j'avais de la difficulté à descendre, puis j'avais un refus complet de mon corps. Comme j'étais juste dans ma tête. Je refusais mon corps parce que mes frères, eux, c'était des sportifs, c'était des forts. Puis moi, j'étais le créatif, j'étais l'émotif. Fait que je refusais mon corps. Et quand je suis revenu dans mon corps, je me suis aperçu que à travers les apprentissages, c'est que ce qu'on porte dans notre tête descend dans le corps. Donc vraiment, les idées qu'on porte, la manière qu'on s'identifie, va vraiment se manifester dans notre corporel. Puis qu'est-ce qui va descendre dans notre corps va se diffuser dans notre environnement, qui revient à dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur se diffuse à l'extérieur. C'est vrai. Donc j'ai travaillé fort à descendre dans mon corps, revenir aux bases. C'est vrai. Et un des mots que tu as dit qui m'a impacté beaucoup, puis c'est ce que je travaille beaucoup dessus, que je partage, la sécurité. Le système nerveux. Je faisais tellement de choses, j'avais l'impression de ne pas faire la bonne chose, puis j'avais l'impression de ne pas le faire assez ou assez bien, que j'arrêtais pas de me diversifier. C'est ça. Puis j'avais l'impression d'être distrait, puis ça venait d'une place de manque. Ça venait d'une place où est-ce que j'étais blessé. C'est ça. Et quand j'ai commencé à regarder quelle est la ligne directrice de tout ça, c'était le système nerveux. Un système nerveux activé, pas régulé. Et j'ai commencé à m'apercevoir que tout ce que je faisais était pour réguler mon système nerveux. Ouais. Donc, moi, la manière que je le fais, puis je pense que qu'est-ce qui peut aider le plus, c'est d'enseigner justement le rapport entre le corps et l'esprit. C'est ça. La synergie qui existe entre notre état mental et l'état physique. C'est vrai. Et quand on crée cette sécurité-là, cette régulation-là, quand on enseigne comment se réguler, avant de réagir, puis comme Viktor Frankl, il dit, créer l'espace entre le déclencheur et la réponse, c'est là que notre liberté existe.
à travers la régulation, la respiration, puis beaucoup dans le somatique. Avant, c'était très mental pour moi, c'était auto-hypnose, méditation. De plus en plus, j'emmène ça dans le somatique, la respiration profonde, l'exposition à la chaleur, au froid, les contrastes. Puis vraiment créer une sécurité dans le corps pour se déposer pleinement. Moi, c'est comme ça que je reviens à entendre essentiellement. Quelle vérité, quelle valeur, quelle mission existe en moi. C'est ce que tu dis, je vois l'arbre. C'est comme si tu veux que ton arbre pousse, ben tes racines, c'est ça qui est intéressant, c'est plus t'évolues dans tes niveaux de conscience, plus tu vois où t'es pas assez solide dans ta base. Donc t'as besoin, puis c'est vrai que le système nerveux est extrêmement important. On peut être blessé par l'éveil. Ouais. J'avais écrit un article là-dessus à un moment donné. Tu peux être blessé par l'éveil parce que t'arrives. Puis je pense que moi là, quand j'ai atteint un moment d'éveil à un moment donné, j'avais 19 ans, je devais faire un pèlerinage bouddhiste avec mes parents au Japon, puis à un moment donné, je sens cette oneness consciousness là, je sens la paix avec tout, puis c'est une fréquence tellement forte là, puis je voyais, il y avait même un canard sauvage là qui était venu à côté de nous, tu sais, il y avait comme, puis il y avait, comment dire, je me suis dit c'est normal. Alors que c'est pas normal. Je veux dire, c'est dans un monde humain, mais quand t'es tellement bien, t'émanes une énergie. Ouais. Je me sentais il y avait des gens de tous les coins du monde, là, puis c'était vraiment, c'est clair que je les connaissais. Il y avait pas cette illusion était brisée. J'avais pas besoin d'être amie avec eux, puis d'avoir développé une conversation, et puis c'était mes amis. Ouais. La montagne, le soleil, tout était un. Là. Puis c'était beau, là. C'était vraiment comme une paix profonde. Il devait pas avoir beaucoup de dialogue dans ton esprit à ce moment-là. Hein? Ouais. Puis c'était vraiment... puis la façon que j'ai réussi à y arriver, c'était en faisant la paix. Avec chacune des choses. Donc mon système nerveux était quand même très bien. C'était bien, là. Quand je suis revenue à Montréal... Pas facile de revenir de ça. Non. Ce qui est une dissonance totale, ça marche pas, là, on n'est pas là. Alors, c'est le travail d'une vie, hein. Donc, ce système nerveux-là, c'est vrai que ton travail, c'est de méditer à chaque jour, d'avoir une pratique régulière pour revenir dans le corps est essentiel. C'est les racines qui permettent à ton arbre de grandir. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut pas passer à côté. Non. C'est parce que nous sommes humains. C'est ça. On vient avec le corps, là, puis c'est ça. On a les systèmes, tous les systèmes digestifs, le système immunitaire, le système nerveux, ils ont leurs besoins. Ouais. Puis si on les oublie parce qu'on est toujours pris dans notre tête, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai brisé mon corps. J'avais hernie discale, j'avais dépendance à l'alcool, j'avais une douleur chronique, une anxiété permanente que je savais même pas, mon baseline c'était de l'anxiété. Fait que je savais même pas comment descendre dans le calme. J'avais toujours de l'adrénaline, du cortisol. J'avais pas besoin de dormir, moi. C'est ça. Puis c'est sûr que quand on veut être dans le leadership conscient, on veut le bien. Là. C'est vrai que je pense que chaque humain, quelque part, veut. Mais en voulant, on en veut plus que le client veut. À un moment donné. Je réduisais mes prix, j'augmentais le temps que je donnais. C'est ça, à un moment donné. Revenir. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a énormément aidé, c'est de travailler pour la grande entreprise au rythme des entreprises qui sont très terres, très lentes. Mais en même temps, il y a toujours des moments de prise de conscience. On est capable toujours d'avoir des moments de lucidité à n'importe quel niveau de conscience. Que même au niveau 1 de survie et de santé, il y a de la conscience. C'est pas, c'est pas vertical. C'est un peu... C'est en arborescence, là. Oui, c'est pas... Puis ton truc vertical, tu peux le coucher, là, à un moment donné. Oui. Parce que tout niveau de conscience contient tout niveau de conscience contient des niveaux de conscience. Puis ça, c'est très bouddhiste. Donc, un instant de pensée contient les 3000 entités de l'esprit. Donc, l'état d'enfer contient la bouddhaïté. Il n'y a pas de séparation nulle part. L'état d'animosité contient autant la bouddhaïté que l'enfer, que tout. Et en fait, dans le fond, il y a la déclinaison des 10 mondes, dans tous les mondes. Et dans ces mondes-là, il est déclinisé. Donc, on dit que, dans le fond, c'est ça, c'est un concept complexe. C'est l'explication du tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, quand les gens me disent, il y a des gens, ce qui se passe dans le monde,
eux, c'est le mal. Ouais. C'est comme, encore là, moi, ça griche à l'intérieur. C'est ça. Tout ce qui est conspiration, la théorie de la conspiration, je suis comme genre, mais oui, mais remettons-le dans la grande intelligence. Ouais. C'est nécessaire. Puis libérons, parce que en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à regarder les médias, parce que c'est polarisé. Ça me fait mal, parce que je commence à penser comme ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai, il y a le bien et le mal. Mais faut pas oublier que de pardonner l'inconscient, que la personne qui fait le mal est une victime. On en parlait peut-être avant de commencer, c'est le triangle dramatique. Ouais. Victime, bourreau et sauveur. Sauveur, c'est ça. Puis que... Oui, t'es souvent sauveur. Bourreau, victime. Ouais, on commence peut-être par le bourreau, là. Peut-être, sauveur. Oui. On le connaît, hein. Ouais. Mais à un moment donné, là, si t'alimentes pas ta victime avec, tout d'un coup, tu vas devenir son bourreau. Ouais, c'est ça. Tu vas devenir son bourreau, puis là, tu passes par le mauvais, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, de pardonner, c'est donc, de pardonner, ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'étymologie de pardonner. Quand on met juste un espace entre part et don. Ouais. C'est vraiment le don de ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment un cadeau, pardonner. Ouais. Puis pas juste à la personne qu'on pardonne. C'est ça. Mais c'est surtout un cadeau pour nous parce qu'on enlève ce fardeau de jugement. Mais quand on médite, je sais pas si toi c'est arrivé, là, mais quand tu médites pendant 10 jours, à un moment donné, tu remarques que la guerre ou tout ce qui se passe dans le monde n'est qu'un reflet macro de notre micro. Ouais. Combien de personnes on a des pensées négatives, on juge des gens, tu sais, c'est comme on les met des étiquettes, on condamne. Tu sais, on fait notre violence à nous. Elle reste encore en forme de pensée. C'est les débuts là. Ouais. Et donc on a à purifier cette pensée qu'on a. Alors ça c'est super important. C'est comment je vais purifier cette pensée là. Il faut qu'on se revienne dans notre supraconscient, hein, c'est ça, avec nos techniques. Alors c'est au-delà de la méditation, ça c'est une autre technique qui est très importante pour moi. Mais la méditation nous emmène dans l'état nécessaire pour pratiquer ça. Oui. On vient dans l'état du non-jugement et à partir de cet état-là, on peut agir. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ça c'est très bouddhiste encore, c'est karma, et ça j'en parle très rarement avec presque aucun de mes clients. Là, non. On parlait de ça, là, mais ça serait l'ultime. C'est de ramener tout dans la divinité. Ouais. Mais c'est ce qu'on fait, je pense, peu importe qu'on le nomme ou non, parce que le divin est inclus dans tout. Oui. C'est comme tu disais tantôt, dans l'infiniment petit, on va avoir l'infiniment grand. Oui. Il va être caché dedans. Donc, peu importe, même si on le fait consciemment ou non, on le fait quand même au service du divin. Oui. Ouais. Alors, quand on parlait de comment faire émerger la conscience au Québec, c'est sûr qu'on on arrive tous avec notre karma. Le Québec a son karma. Ouais. Hein, c'est ça. Toutes les règles en place, la lourdeur du système, c'est comme, oui, on est rendu à un certain niveau de conscience. Alors, c'est ça que je trouve intéressant dans le leadership conscient, c'est qu'il y a une logique, en fait. On dit que tout est des vases communicants. Le leader en place va influencer la culture organisationnelle. Ouais. Puis, des fois, à des clients, je leur dis que je leur explique le modèle, tu sais, des fois, je leur parle de leurs valeurs, tout ça, puis comment ils respectent. Est-ce que toutes les valeurs organisationnelles, à tous les niveaux, est-ce que vous en prenez soin, tu sais, est-ce que vous prenez soin, tu sais, de toutes ces choses-là. Puis, donc, on a des belles conversations là-dessus. Puis à un moment donné, je leur montre les autres niveaux, puis je dis, regardez là, quand vous montez dans l'altruisme, comment ça bénéficie, c'est même à la performance organisationnelle, à la mobilisation, à mettre les gens à arriver au travail et donner leur 200%, là. Si tu sais que ce que tu fais, ça vient avec du sens, si tu fais un speech à tes employés pour leur dire, écoutez, on est en train de faire du minerai, là, en ce moment, là, mais on le fait pourquoi, tu sais, pourquoi, tu sais, comment on peut le faire encore mieux, comment on peut le faire plus intelligemment, comment on peut y avoir moins de gaspillage, comment on peut prendre soin après, tu sais, notre passage, tu sais, et donc, c'est ça. Et donc là, on devient un autre style de leader, là. Je dis, écoutez, en connaissez-vous? Ils vont me dire oui. Puis ils vont me dire oui. Ils vont me dire, ah oui, c'est vrai qu'on a eu un moment donné où dans tel département, ils vont les reconnaître. Ouais. Puis quand t'as la chance d'avoir un leader à ce niveau de conscience, ils ne savent même pas que c'est à ce niveau de conscience, ils sont incarnés comme ça. Ouais. Ça fait une différence. Ouais. Les gens le sentent. Ouais.
Si un leader vient pour son propre intérêt, son propre succès, pour rajouter une belle ligne à son CV, on le sent tout de suite. Ça aussi, on le sent, ouais. On le sent tout de suite. Ah ouais. Alors, le leadership conscient, c'est ça. C'est d'être conscience de son leadership, de qui nous sommes, des valeurs qu'on porte, Ouais. et de l'impact qu'on a. Ouais. Et après ça, qu'est-ce qui bloque notre capacité? Où sont nos forces? Où sont nos faiblesses? C'est très important. Donc, Ouais. il y a une science dans le leadership conscient. Et après ça, moi, j'ajoute le yin et le yang, le féminin, masculin, les dynamiques inconscientes, les dynamiques génératives. Pour moi, c'est très important. Et donc, après ça, quand quelqu'un est plus conscient, ça vient impacter le nous. Alors, parce que c'est des vases communicants. L'énergie disponible, si une personne a bien géré son énergie, elle va avoir de l'énergie pour développer notre nous plus intelligemment et va le faire monter dans les niveaux de conscience. Parce que sa pyramide de Maslow est satisfaite, est comblée. Ouais. Donc, il peut donner. Puis, d'ailleurs, en haut de la pyramide, c'est ça, c'est le développement, mais aussi le partage. Exactement. Ouais. Donc, plus tu as bien pris soin de ton système nerveux, ta santé mentale, puis il y a tout ça qui est hyper important. Parce que si tu es un leader qui est malade, un leader qui a des problèmes de santé mentale, un leader qui a des difficultés à communiquer, à être bien dans son environnement, va avoir beaucoup d'énergie qui tire. Ça fait que t'as pas assez d'énergie pour le transvider dans le nous. Ouais. OK? Puis donc, si on veut faire évoluer le Québec, le monde, ça prend des leaders courageux, bien alignés, moins de gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Puis malheureusement, c'est ça qu'on voit. On voit que les gens viennent... C'est leurs propres croyances, leurs propres blessures, puis ils amènent ça. Alors, il y a un petit nettoyage à faire. Hein. Il y a un nettoyage. Et donc ça viendrait impacter le Québec. Quoi. Et comment tu proposes faire... tu le fais, c'est ce que tu fais à travers ta consultation pour faire ce nettoyage-là, à travers les leaders. Ça serait une des façons. C'est ça. Donc je le fais... Comment je le fais? Je le fais de différentes façons. Mais premièrement, j'éduque. Moi, je pense qu'un des éléments extrêmement importants, c'est l'éducation. Ouais, je suis d'accord. Si tu regardes, je pense qu'au Québec, on est au niveau de l'indice du bonheur, on est quand même assez élevé. Là, on était élevé. Je pense qu'on a baissé, malheureusement, depuis les dernières années. Ah ouais? Oui, on a déjà été un des précurseurs. Je pense que le Canada, on est, 17e, et le Québec, on serait comme si on isole le Québec, on serait 15e, je pense. Peut-être. Puis après ça, il faudrait regarder les infos. Mais oui, on a déjà été très élevé sur la... Si tu regardes, on a déjà été 7e au monde. Ouais. Mais bon. Puis ça, c'est encore le Barrett Value a fait ses statistiques, mais je pense que tu as l'indice du bonheur là. L'indice de satisfaction de la vie, je pense qu'ils oui? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ça, il y a ça aussi. Ouais. Donc, si tu regardes tous les pays qui sont en haut, là, les plus avancés sont ceux qui ont de l'éducation. Ouais. Il y a une belle éducation, puis pas juste orthographe, grammaire et mathématiques et sciences, c'est d'autres sujets. C'est des sujets plus vastes sur même surtout sur la vie, sur la psychologie, sur et donc je pense qu'avec une qualité d'éducation, on est capable d'évoluer. Ouais. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'éduque. Ouais. Mon approche, c'est l'éducation. C'est de montrer, de partir du je ne sais pas que je ne sais pas à ce que je sais que je ne sais pas maintenant. Ouais. Donc là, ils font faire ok. Là, je prends confiance. Juste un étage. C'est déjà beaucoup, là. Après ça, en coaching, tu passes de je ne sais pas que je ne sais, que je sais, en fait, je maîtrise, en fait. Donc là, tu vas commencer à maîtriser, tu vas pratiquer. Maintenant que tu sais que tu sais pas, tu vois l'utilité, tu vas te dire, ok, je vais commencer à pratiquer ça. Et après ça, t'as même plus besoin d'y penser. Donc ça devient, je sais que je ne sais pas, je sais que je sais pas que je sais. Oui, à la fin. C'est rendu intégré, c'est inconscient. Tu l'amènes. Donc je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. C'est l'éducation. Donc ça, c'est la façon de le faire, c'est au travers, bien évidemment, d'un plan de développement, des outils psychométriques. Maintenant, c'est extraordinaire, là. Maintenant, on est rendu, on peut rapidement poser des questions, puis même si quelqu'un ne sait pas sur quoi il a travaillé, avec un test de personnalité, avec des tests de compétences, on va vite savoir qu'est-ce qui est potentiellement
une difficulté pour la personne. Le but, c'est de devenir on ne peut pas être bon dans tout, mais on peut au moins être conscient de nos angles morts et qu'est-ce qui peut nous amener à stagner dans notre leadership. Parce que si moi je sais ce que j'ai pas, j'ai quelle lacune, mais je peux au moins avoir des gens autour de moi qui ont ces forces-là. Oui. Pour venir combler la lacune que j'aurais. Pas sans nécessairement développer cette lacune. Exactement. Parce que c'est difficile de développer une faiblesse. Tu sais, c'est quoi le Clifton Strength Test? Ouais. C'est quoi tes 5 à 10 forces? Travaille sur tes forces. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va avoir les forces de tes faiblesses. Ou tu utilises tes forces. Moi, ce que j'aime bien faire dans les plans de développement, c'est que je vais utiliser... Maintenant, je vais maximiser 2 forces, travailler une faiblesse. OK. J'aime bien travailler sur 2 forces, puis dire, OK, comment tu peux utiliser cette force-là pour pallier ou pour... tu sais, mettons, OK, je suis pas bon dans ci, dans ça, mais il y a une super bonne force en délégation. Ah, tiens, intéressant. Pourrais peut-être l'utiliser. Mais c'est quoi tes angles morts? C'est quoi tes... Tu sais, faut que tu saches aussi c'est quoi l'envers de ta force aussi. C'est important. Puis dans l'enseignement, d'ailleurs, il y a une chose qu'on voit peu, je trouve, au Québec, mais de plus en plus peut-être dans les écoles plus alternatives, c'est d'apprendre comment on apprend. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Ouais. Puis l'école est faite, malheureusement, d'une façon très linéaire pour la majorité. Ouais. Mais ceux qui se cadrent pas, ceux qui sont plus kinesthésiques, ceux qui apprennent plus par le mouvement, par l'intégration, par se lancer dedans, se salir les mains, assis à un bureau à écouter puis regarder, il apprend pas grand-chose. C'est ça. Ouais. Comme moi, j'apprends très vite. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi, comment. Puis tu sais, pour moi, l'école, ça allait jamais assez vite. Ça rentrait là. Qui a besoin de pratiquer. Ouais. Donc j'entends quelque chose, je lis quelque chose, je l'applique immédiatement. Donc je pense que quand tu regardes l'apprentissage, on est soit visuel, du machin, tout ça. Donc là, selon, on va peut-être apprendre 5-10%. Si on est dans un cours, ce qui va nous aider à absorber un petit peu plus, c'est d'en parler, de faire une réflexion, d'écrire le soir dessus, donc là on va chercher un 25% de plus. Puis je pense que là où on absorbe le plus, où on le fait, on apprend, où on a la plus grande progression, c'est quand on l'applique. Donc là on va chercher un 55% d'application. Donc il y a des gens qui apprennent par l'essence, tout ça, donc t'as tout ça, puis après ça tu... puis enseigner ça aux gens pour justement apprendre à apprendre, puis à se connaître, puis après ça, mieux aligner leur vie autour de ces particularités-là. Oui. Moi, j'ai été beaucoup, comme toi, interpellé à apprendre qui j'étais. Ouais. Faire tous ces tests-là, des coachings, des mentors, des 360, mais que je savais pas que je faisais des 360 à travers différentes pratiques. Et à ce moment-là, quand on se connaît, puis on se respecte, on s'aime assez pour respecter qui on est. Ouais. Mais là, ça devient un gros outil de sécurité puis d'expansion de soi. Là. Oui, c'est ça. Puis une des choses, si on en va dans le leadership féminin, ça c'est un outil qui m'a, c'est genre vraiment comme à aider à comprendre en fait que t'as un axe, en fait t'as plein de choses. Oui, t'as une connexion avec ton pouvoir créateur. Si on veut changer le monde, faut le faire à partir du présent. On peut pas changer quelque chose si t'es pris dans le passé. Donc déjà d'être pris dans nos biais, de nous connaître, d'être vraiment dans un état de pure conscience. Et là on arrive dans la Shakti, dans ce pouvoir de création, la Shakti. Et moi j'utilise comme toi des méditations, des petits styles de méditation. Mais bon, genre il y a le mental est clair, le corps est détendu, la respiration est égale. Le cœur est ouvert. Attends, je l'ai déjà dit, le mental est clair, le cœur est ouvert. Donc le cœur est ouvert, c'est dans la gratitude. C'est très important. Ça nous amène à nous ouvrir. Recevoir. C'est ça. Et activer tous nos sens. Vraiment d'arriver dans toute notre pleine présence, reprendre la pleine possession de notre être. Et à partir de là, on se positionne au centre de notre vie. Au centre de notre vie, c'est comme au centre d'une tornade. Et donc j'amène les gens des fois dans un état de méditation quand ils me le permettent. Je dis écoutez, vous allez goûter à la présence. Puis c'est des gens qui vont avoir ils sont en multitasking, ils utilisent un cerveau qui est capable de performer, mais qui est pas hyper intelligent. C'est quand même un cerveau dirigé vers la tâche là. Donc,
d'amener les gens dans un état ouvrir, de présence, là. c'est comme là, tu rentres dans ton intelligence. Ouais. Et en plus de ça, t'ajoutes plein d'éléments autour de ça, là, mais déjà là, on commence avec ça. C'est très important. Déjà C'est beaucoup, là. l'élément numéro 1 Ouais. du Shakti Leadership, Ouais. c'est d'être en contact avec sa Shakti. On n'a pas de burn-out quand on est en contact avec notre Shakti. Ouais. On est dans l'état, et donc j'amène les gens déjà dans leur système nerveux, ils vont le sentir. C'est comme, ok, là, comme tu l'as dit, hein. Alors là, on se pose. Après ça, l'écoute est plus la même. Non. On le sait. La tornade, elle tourne autour de nous, mais il y a quelques pieds entre ce que tu as à faire, tes obligations. Et là, tu as une vue globale. Et la hiérarchie ou la priorité, elle se fait automatiquement. Ouais. On n'a plus à structurer mentalement. Ouais. Il y a un ressenti sur qu'est-ce qui est important. Puis quand tu regardes les gens qui méditent, On fume encore. Ouais. OK. Quand tu regardes le cerveau, quand les gens, si tu regardais, c'est quoi ce Mathieu? Électroencéphalogramme? Ah ouais, c'est ça, mais Mathieu Ricard, là, c'est l'homme le plus heureux au monde. Ils ont mis des sensors sur sa tête, là, ils ont vu, quand il tombe en état méditatif, là, l'activité cérébrale est incroyable. Une ouverture, une présence, un accès à tout aussi. C'est ça. Ouais. Et donc, pour moi, là, genre un leader qui arrive à accéder cet état-là, là, waouh, et là, tu prends des décisions éclairées. Là. Oui. Parce que tu vois tous les liens. Mm. Tu vois, tu sais, genre, c'est comme, ok. Tu vois tous les liens. Puis les impacts de chaque décision. Exactement. C'est que tu le vois, tu sais, genre, puis c'est un peu plus lent, parce que notre néocortex est lent. Ouais. Il est lent, notre néocortex. Ouais. Et si on prend des décisions à partir de notre limbique, là, il y a quel âge, ce cerveau-là? Il y a des millions d'années. Il est préhistorique, là, c'est ça. Préhistorique, là, il est fait pour survivre dans la forêt, puis donc, on opère énormément au travers du réactif. Ouais. Donc, un leader conscient, c'est un leader qui connaît, là, il sait qu'il arrive à cet état-là de la Shakti, là, il est comme genre, ok, je vois tout en perspective, je vois mon équipe, je vois mes trucs, je vois mes gens, je vois ma famille, je vois les valeurs, je vois la société, j'arrive à être comme genre à une pensée plus globale, plus grande. Oui, parce que sinon, on ferme les œillères, puis on agit sur ça, mais on voit pas l'impact que ça a, puis ça peut faire du dommage. Exactement. Ouais. Donc on peut pas accéder à l'intelligence collective, l'intelligence relationnelle, émotionnelle, enfin toutes les choses qu'on... Puis là, puis donc pour moi, ça c'est très féminin. Tout ça là, c'est ce qui manque dans notre société. On va beaucoup dans le réactif, on valorise la culture pompier. Ouais. On va dire, waouh, t'as éteint combien de feux? Mais on va pas valoriser, et combien de feux t'as prévenu? T'as prévenu. Oui. C'est quoi ta prévention, là? Un bon pompier, il s'en va faire la tournée des maisons. Oui. Avez-vous un détecteur? Avez-vous un extincteur? OK, là, vous mélangez des affaires au travers de vos gicleurs, là, ça c'est pas bon, ça. La prévention. On est en prévention. On est en information, on est en éducation. Ouais. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Je pense que d'amener les gens dans cet état de présence, de cette Shakti-là, est une chose. Quand j'amène les gens dans cet état méditatif, ils sont comme genre, oh wow. Et j'ai même une personne qui m'a dit, et j'avais mal au genou depuis vraiment longtemps, il a guéri. J'ai dit, il y a juste ça c'est pas prévu là. Enlever un peu de résistance. Ouais. Parce que de plus en plus, moi, je touche à ça. Je touche, en anglais, c'est surrender. Ouais. Je le dis. On dirait que c'est moins accepté en français. Ouais. S'abandonner. Ouais. Mais s'abandonner à plus grand que soi, s'abandonner à la loi divine, s'abandonner à mes capacités inhérentes. Ouais. Puis de pas sentir que j'ai besoin d'agir. Ouais. Du moins pas tout de suite. Ouais. Puis de prendre un moment, prendre une pause. Parce que si tu as créé une vie dans laquelle tu dois agir instantanément tout le temps, ouais, c'est ça. il y a quand même une décision qui a été prise pour rentrer dans cette vie-là. Ouais. Puis beaucoup de leaders agissent à partir de leur limbique. Ouais. Et donc là, faut le calmer, ce limbique-là. Et je pense que c'est hyper important. Ouais. Il y a des mantras que, dans le Shakti Leadership, sont utilisés. C'est la réalité de ce moment. Et que je n'ai rien à défendre. Là, que tu parles à ton intestin, là, qui est notre premier cerveau, là, tu sais, genre, en mode défensif. Sa réalité de ce moment, c'est que je n'ai rien à promouvoir. J'ai pas à me prouver, j'ai pas besoin d'être autre chose que moi. La réalité de ce moment, c'est que je n'ai rien à craindre. Je parle à mon cerveau. La seule réalité est que je suis ici et maintenant. Ouais. Tout ce dont j'ai besoin est en moi.
Tout ce dont j'ai besoin vient à moi. Tout ce dont j'ai besoin passe à travers moi. Et donc, je suis assez. J'ai parlé tout à l'heure du mot assez. Le mot assez, c'est la clé. Je suis assez. J'ai assez. Et il y a assez pour tout le monde. On s'entend que la souffrance dans le monde, ça vient d'un poverty consciousness, que j'en ai jamais assez. On s'entend que tes multimilliards, là, tu les amèneras pas dans l'au-delà. Non. Puis il manque pas de nourriture, il manque juste une gestion écologique de la nourriture. C'est ça. Et puis, si à un moment donné, t'arrivais à un plafond, tu dis, mais écoute, vraiment, de quoi j'ai besoin, tu sais, autant, là, tu sais. À un moment donné, si t'arrivais à un niveau de conscience, je suis convaincue qu'une des solutions pour sortir le monde de la souffrance, c'est qu'à un moment donné, là, quand t'as autant de capital, puis qu'il y a des gens qui ont même pas rien pour mettre dans rien de capital, à un moment donné, c'est naturel que tu dises, tiens, regarde, là, tu sais, j'en ai assez, puis mes enfants, ils en ont assez, là, puis, tu sais, on va redonner, tu sais, on va redonner à l'éducation, on va le redonner dans les recherches, on va le redonner à la nature, on va le redonner à trouver des technologies plus vertes, et pas à partir du greenwashing ou du conscious washing, mais juste dans, c'est logique, tu sais. C'est juste, je suis j'ai pas besoin de rester comme dans un état de chenille, tu sais. Oui, parce qu'un papillon, il peut pas transporter tant que ça, là. Donc, ça, il abandonne le reste. Il dit, gars, de toute façon. C'est ça. J'ai assez à manger aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus que ça. C'est ça. Puis quand on revient réellement à ce qu'on a de besoin versus ce qu'on veut, puis là, on retourne dans la pyramide de Maslow, on n'a pas besoin de tant que ça. On n'a pas besoin. Non. Avant, on disait que ça te prenait un salaire de 5 000. Bon, maintenant, avec l'inflation, on va dire, c'est plus 15 000. On peut peut-être un peu plus. Oui, c'est ça. On a besoin. Mais curieusement, dans les pays où avec l'indice de satisfaction de la vie ou de bonheur le plus élevé, c'est pas les plus riches. Tu parles de quoi, du Bhoutan? Peut-être, ouais. Mais je pense pas qu'ils sont si élevés. C'est peut-être. C'était le Bhoutan, je pense. Ouais, des Bhoutans, mais le Bhoutan, mais c'est oui, je pense que c'était le Bhoutan. C'était le Bhoutan qui était le plus élevé dans l'indice de satisfaction et de bonheur. Ouais. Essentiellement un pays pauvre, là. Pas tiers-monde. Mais t'as quand même les pays comme la Finlande, Norvège, Puis d'ailleurs, eux sont beaucoup dans l'éducation, sont beaucoup dans apprendre comment j'apprends. Ouais. Il implique même en Norvège, il y a une école, en Finlande, je pense qu'il y a une école primaire qui ont demandé aux élèves comment vous voulez qu'on bâtisse l'école. Ouais. Il était impliqué dans la création de l'école, il était tellement plus présent dans toutes les cours, parce que c'était leur école, littéralement leur école. Ouais. Puis ça a été bâti selon leurs besoins de jeux, de mouvements selon les âges, jusqu'à ce qu'on arrive en 6e année, puis là, on pouvait comme passer plus de temps assis à apprendre. Mais les premières années, ça donne quoi d'apprendre l'alphabet? Puis quand tu regardes la philosophie de Waldorf, là, c'est Rudolf Steiner, c'est pas mal ça, être dans le corps, Montessori. Montessori, c'est tout fait dans cette chose-là. Donc c'est sûr que l'éducation est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Si on veut élever le Québec, mais je pense que une des choses, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec ChatGPT, on a quand même sur le spiral dynamics, puis de regarder en fait où est-ce que est rendu nos voisins américains. Ils sont plus dans un mode survie, on va dire. C'est très rapide. Ouais. Donc là, tu sais, c'est très volatile, c'est très incertain, c'est très rapide. Puis nous, on a un système plus néo-démocrate, très c'est plus lent, il y a plus de règles, il y a plus de, tu sais, c'est comme donc on va écouter tout le monde. On s'entend que c'est pas la même pas la même dynamique. Vitesse. Non. On n'a pas de l'ordre exécutif là, qui impose. Mais en même temps, je disais, j'avais une conversation, puis je me dis, bon, parce que des fois, je conduis pendant 5h30, puis là, je me dis, je peux parler, tu sais, tu mets il parle, puis t'as une conversation sans fin. C'est spécial quand même, hein? C'est vraiment une conversation sur qu'est-ce que ça nous demanderait en tant que société, tu sais, en tant qu'individu, en tant que les entreprises, comment on pourrait apprendre de nos voisins tout en ayant un système très lourd, comment on peut puiser dans des ressources existantes, notre système pour aller plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Oui. Puis au Canada. En fait, on est quand même assez élevé en niveau de conscience. Ce qui nous freine le plus, c'est la peur. La peur qui va nous manquer. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles en place. Ouais. Ça, c'est basé par la peur, en fait. Ouais. Donc là, ce serait d'arriver avec un système un peu plus léger. Là, tu sais, on veut changer le système de la santé, par exemple. Tu
Tu sais, pourquoi on n'aurait pas des applications, tu sais, qui dit, OK, tu sais, maintenant c'est ton tour. Mais on en avait une, au fait, puis on a arrêté de la financer. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Et parce qu'on avait peur ça allait frauder, on avait peur que si. Donc, tu sais, comment on peut augmenter peut-être la confiance dans notre système? Tu sais, comment on peut... Et c'est ça, c'est Mais c'est, encore une fois, c'est revenir à l'individu qui prend la décision d'installer ces systèmes-là. Ouais. Parce que là, il va agir, lui, à partir d'une place de régulation et de cohérence, au lieu d'agir à partir d'une place de manque et de peur. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est sûr que faut faire les choses intelligemment, hein. Faut pas que les choses soient hackées dans le système, puis il y en a de la manière, on n'est pas dans le monde de Kalinours, puis on fait confiance, malheureusement. Donc, comme le proverbe dit, hein, tu peux prier que tes chameaux se fassent pas voler la nuit, ou tu peux décider de les attacher aussi. Hein, donc, je crois que Dieu me protège, mais je vais quand même regarder à gauche, à droite avant de traverser la rue. Hein. C'est ça. Puis on va attacher le cheval, hein, on va pas la laisser... Non. On va peut-être prier qu'il ne parte pas. Mais bon, Donc c'est ça. Mais donc c'est ça, cet état de présence dans Shakti, je trouve ça super important. L'importance de se rapprocher, d'intégrer les principes du féminin, du masculin. Je pense qu'une des choses, c'est que notre société, là c'est là que j'arrive plus dans le féminin, c'est que notre société est bâtie dans le patriarcat. Donc même si j'ai dû enlever dans mes mots féminin, masculin, on est quand même dans une société qui est basée principalement sur des compétences, des forces masculines. Et autant les hommes que les femmes sont blessés par ça. Donc même dans les KPI des organisations, on va valoriser la performance, l'hyper-performance même, à tout prix. Mais on oublie que, OK, on vit dans la nature, on vit, tu sais, genre, il y a beaucoup de variantes, il y a des variables, on va dire des variables de l'écologie, de l'économie, de la politique. Tu sais, on vit dans un monde complexe. Et donc, nos modèles d'hyper-performance dans un monde où il y a des manques, ça ne fonctionne pas. Et donc, on est dans un modèle c'est comme si l'oiseau avait appris à voler avec une aile. De la performance, de la structure, de la tactique stratégique, chose. Mais on avait oublié tout ce qui est soft skills, humain, nature, sagesse, rythme, écoute, empathie, intégration, repos. C'est ça. Et qu'elles vont ensemble. C'est que quand tu vas beaucoup mieux performer si tes employés sont engagés et heureux. Clairement. D'ailleurs, Michael Phelps, il disait, tu sais, Michael Phelps, un des plus grands médaillés olympiques. Il parle de ses régimes de repos. Qu'il dort 10 à 12 heures par soir quand il s'en va vers une compétition. C'est ça. Donc, on a oublié peut-être quelque chose dans notre désir de hyper performance. Alors, maintenant, on va aller, on regarde Elon Musk, là, il va aller conquérir Mars, là, tu sais, genre, et on a toutes les conditions gagnantes ici pour... Pourquoi refaire les mêmes conditions? Les chances sont, genre, pourquoi on prendrait pas soin d'ici? C'est ça. Allô? Tu sais, genre, c'est comme, donc... C'est des gens, je pense, qui abandonnent, peut-être, qui veulent repartir à zéro. Ben, tu sais, c'est ça, donc, en fait... Système de contrôle aussi. Si je bâtis quelque chose à l'extérieur, puis c'est moi qui le fais, mais je vais pouvoir contrôler les... C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on amène dans notre système plus de féminin. Le féminin... Ça veut dire, pour moi, ça inclut sagesse, confiance. Parce que tout le monde le sait, là. Je le demande, là. Je coach des gens en finance, là. Je dis, combien ça te coûte le manque de confiance en ton organisation? C'est quoi le prix à payer? La confiance. Quand il y a un manque de confiance. Je sais pas, là, mais c'est sûr que le désengagement, le machin, c'est comme ça nous amène à un niveau plus individualiste. Tu sais, c'est comme, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte super cher. Parce que les gens, ils se désengagent silencieusement du travail avant de caler malade. C'est le présentéisme, les gens qui sont là, mais complètement désengagés. T'as 10, peut-être 12 heures de performance dans une semaine de 40 heures. C'est ça le coût réel, là. Donc là, c'est encore en train de réussir un peu, là, cette hyper-performance, mais à un moment donné, ça pourra plus. Non. Tu sais, je pense que même écologiquement, on disait ça va nous prendre 300 ans pour retrouver juste le bon équilibre pour que la Terre puisse se guérir. Là. Si on arrête les activités. Oui. OK. 300 ans. Donc là, on va arriver dans des écarts types de plus en plus grands.
on pourra pas utiliser les mêmes modèles, ils vont pas marcher. Non. Donc on va devoir tomber dans une conscience plus grande. Donc le conscious capitalism, c'est de faire de prendre soin de toutes les parties prenantes. Puis d'arriver à des modèles qui sont des win-win puissance 6. Donc c'est-à-dire que à un moment donné, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour la société, c'est bon pour c'est ça. pour la nature, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la politique, c'est bon pour arriver à ce niveau-là. Donc là c'est beaucoup plus complexe là. Donc c'est tout l'émergence de cette énergie plus féminine selon moi qui a besoin d'avoir sa place et on le sait. Mais bon, bien évidemment, ça va être pas l'un ou l'autre, ça va être l'un avec. On appelle ça le power with. Donc, c'est avoir aussi la productivité, tout en ayant la conscience de l'impact que ça a. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un peu là. Donc, on va dans plein de sujets, là, toutes sortes. Si on avait à résumer. Mais si t'avais une pratique peut-être à offrir aux gens, justement, pour revenir à leur conscience, à leur présence plus régulièrement au quotidien. Ben, souvent, je leur donne la pratique de la présence de chaque leadership. Je les envoie sur mon YouTube. Puis je l'ai fait, je l'ai enregistré il y a vraiment longtemps, mais souvent les gens y retournent, là, puis ils aiment ça. Peut-être que je vais en enregistrer d'autres. Mais ça met ces ingrédients-là, hein. C'est mental clair. C'est un 5 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Moi, je médite 15 minutes. L'idéal, c'est la presence process, là, qu'on adore, on l'a fait. 2 fois 20 minutes, Je le fais encore, hein. Ah ouais? Je le fais encore. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, c'est 15 minutes. 15 minutes, Mais moi, j'ai changé les mantras. Je suis rendu avec le Gayatri mantra le matin, puis le mantra de la compassion le soir. OK. Fait que là, je me fais plus de 15 minutes, je fais un mala. Je fais 108 répétitions. OK. Des fois, quand je conduis, j'ai mon mala. En conduisant, je chante. C'est ça. Mais récemment, puis ça, c'est un des trucs que j'aime bien utiliser. L'autre chose qui est pour moi la purification de notre karma, ou même la racine cause, je trouve qu'il y a peut-être qu'il peut avoir une sorte de prière, d'une certaine façon. Moi, je pense que la religion nous a éduqué des choses. C'était notre l'éducateur, en fait, de la conscience. Et malheureusement, elle est très politisée, elle a été utilisée, puis il y a certaines affaires qui manquent, hein, on le voit. Donc, mais c'est intéressant, plus on monte dans les niveaux de conscience, plus on est capable d'aller chercher, on inclut et on transcende. Là, on va aller chercher des pratiques qui seront là. Il y en a de la sagesse disponible. Il y en a. Mais au lieu de jeter, on dit le bébé avec l'eau du bain, là, il y a peut-être des affaires qu'on peut d'ailleurs chercher. L'encens qui se sert, le frankincense, là, c'est un des plus élevés en fréquence de toutes les épices, de tous les arômes. Comme autant au même niveau que la rose, je pense. Donc, quand il se diffusait ça, mais il contribuait à nettoyer l'atmosphère puis à augmenter la fréquence des gens présents. On savait pas. Il y a plein de petites choses. Même, regarde, il y a comme des symboles dans la religion chrétienne que je trouve vraiment intéressants, comme le Sacré-Cœur, ou le cœur, là, tu sais, comme... j'adore voir ça. Il te rappelle que c'est ici. C'est ici que ça se passe. La géométrie sacrée dans les églises, la résonance, les cloches anciennement, c'était une résonance qui venait soigner les cellules même du corps. Moi, j'adore méditer à l'oratoire Saint-Joseph. Le temps disparaît, hein? J'ai fait ça une fois. Mon fils, il recevait un traitement orthodontique avec l'Université de Montréal. J'en perds mon eau. J'en perds mon eau. Puis j'étais allé l'attendre à l'oratoire. J'étais allé méditer. Puis j'ai mis un cadran, je me suis dit juste au cas, tu sais, puis je suis parti, là. Dans l'espace, là, j'étais juste en présence totale. Il y a une messe qui a commencé. Puis il a peut-être pris les zones telluriques. Et toutes les églises, Ils ont dû penser à ça, je pense. Hein, Donc là, moi, c'est sûr qu'une pratique quotidienne de méditer, mais j'aime quand même la prière. Je suis revenue à la prière. Et à chaque fois que je reviens à la prière, c'est parce que ça, c'est le truc que je dis moins et je dis jamais en entreprise, bien évidemment, mais je pense que de remettre l'ordre dans notre supraconscient, on va dire. Parce qu'il y a tout ce qu'on sait pas. Alors, à un moment donné, il faut comme nettoyer
Tu sais, l'autre fois, quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait la prière d'Ho'oponopono. Ouais. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Puis il disait que c'était juste ça. Ouais. Tu dis, tu vas voir, ça va nettoyer. Puis je suis comme, c'est vrai, tu sais, c'est que tu viens pardonner l'inconscient, la cause racine de qu'est-ce qui a fait que tu vis ça. Puis tu finis avec je t'aime. Qu'est-ce qui fait que la vie, qu'est-ce qui fait que on est en train de vivre une guerre en ce moment qui amène tant de souffrance des gens. Faut qu'on aille pardonner la racine de l'ignorance. De pardonner ça. Puis dans le fond, en faisant ça, c'est qu'on remet chaque chose, chaque personne dans le divin, dans le potentiel de pouvoir changer. Même le bourreau. Même le bourreau. Et je pense que c'est hyper important. Ouais. Et ça, c'est le grand cadeau du bouddhisme, c'est de ne pas voir les choses en polarité, de le voir comme les polarités en soi. Et donc, c'est en macro à l'extérieur aussi. C'est micro, macro, là, il n'y a pas de dissociation. Donc, de purifier ou de pardonner l'origine de la cause de la souffrance, c'est vraiment important. Puis encore une fois, ça revient à l'unité, unity consciousness, ramener à... Si je pardonne à moi, mais ça va affecter le pardon à l'autre. Et si l'autre se sent pardonné, mais il va potentiellement sentir cette sécurité de revenir. C'est ça. Et de se pardonner lui-même pour pouvoir agir d'une place unifiée. C'est ça. Ouais. On avait une super conversation ce week-end avec des gens qui étaient venus à la retraite, qui sont venus chez nous. Ce week-end, on avait une super belle conversation dehors. Puis là, on disait, on vit dans le luxe, là. Puis on était vraiment, la conscience, c'est accessible à une élite. Puis là, moi, je suis pas d'accord. Si la conscience est accessible à une élite, on n'a pas la bonne pratique. Non. Puis, si elle est seulement accessible à l'élite. Exactement. Non, et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que parce qu'il me disait, oui, mais c'est vrai que t'es en mode survie, t'es pas capable d'atteindre l'éveil. Non! Je pense que dans tout état de conscience, on est capable. Et je pense que le Bouddha, à la fin de sa vie, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, il faudrait que n'importe qui puisse atteindre. Que ça soit quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, que ça soit une prostituée, quelqu'un qui est un bourreau, quelqu'un qui a fait quelque chose. Puis tu sais qu'on a souvent tendance à mettre une étiquette. Eux, là, ils sont pas bons. Tac. Si la pratique qui est accessible n'a pas effet sur ça, c'est que c'est pas la bonne pratique. Non. Alors, c'est pour ça que je trouve intéressant la prière. C'est parce qu'on libère, qu'on voit, c'est qu'on se rappelle que je remets les gens dans leur divinité. Peu importe où ils sont. Ils sont pris quelque part. Peut-être qu'ils sont pris à des bas niveaux de conscience. Mais ça veut pas dire que le plus grand propagateur de la religion chrétienne, c'est Saint Paul. Qu'est-ce qu'il a fait au début de sa carrière? Il persécutait des chrétiens. Il les tuait. Il allait s'en aller en croisade contre eux. Là. Puis là, il s'est fait attaquer. Puis aujourd'hui, il protège les portes du paradis. C'est quand même quelque chose. il est à l'entrée, là. Mais tu sais, c'est intéressant pareil. Il faut se rappeler que des fois, c'est pas... On peut se transformer consciemment, inconsciemment. Des fois, c'est une grande crise de vie. Des gens, notre femme qui nous laisse, notre mari qui nous laisse, ou des gens d'une grande maladie. Peu importe. Mais des fois, ça peut être consciemment aussi. Alors, on peut choisir d'avancer. Saint Paul, ce qui est arrivé, je pense qu'il est tombé de son cheval ou je sais pas trop quoi, puis il a eu un near-death experience, je sais pas trop quoi, puis là, Jésus lui a parlé, là. Je pense que c'est ça que l'histoire dit, là. Ça peut être un near-death experience, c'est pas obligé d'aller là. Tu peux le faire consciemment, inconsciemment. Mais il reste qu'il va toujours avoir comme la mort d'un ego ou d'un état égoïque. Si on veut transcender, on laisse mourir quelque chose pour renaître à autre chose. Exactement. Puis c'est pas nécessairement nous qui mourrons, mais c'est un état égoïque, c'est une définition. On change de définition. Puis dans le Shakti Leadership, on va peut-être finir un peu avec ça, parce que je vois qu'on a vraiment une superbe conversation, là, ceux qui sont restés jusqu'à là, le wow, là, c'est comme, merci, la prochaine fois, merci. on fait un masterclass, non pas un masterclass, mais on fait un mastermind. Là, mastermind, Moi, j'adore les masterminds parce que j'apprends mieux en dynamique que entre je plains les personnes qui nous écoutent, là. Ils sont en réception. J'adore les masterminds où on est capable de parler tout le monde ensemble. On organise ça, on se le promet. On vous le promet. Oui, c'est ça, on va faire ça. J'adore apprendre en self. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc,
c'est genre dans le modèle du Shakti leadership, donc t'as la Shakti, la présence qui t'amène à la Shakti, t'as l'intégration du féminin du masculin. Donc on a à apprendre au moins à avoir une base, parce que oui, on a nos forces et nos faiblesses, mais une des grosses étapes que j'ai dû faire dans ma vie, c'était de réintégrer mon pôle masculin, mon efficacité, donc en m'individualisant, tu sais, en me séparant, j'ai eu cette chance-là mais t'es pas obligé de te séparer, t'es pas obligé d'aller à la crise, mais donc d'intégrer ton yin-yang, là, c'est bien, de comprendre ces polarités à l'intérieur de nous, c'est important. Après ça, d'utiliser la flexibilité. Donc la flexibilité est un outil extrêmement important. Tout dans la vie s'adapte. Ouais. Et un bon leader s'adapte. Clairement. Donc des fois, oui, là, t'es plus KPI, structuré, machin, mais donc là, il y a quelque chose qui se passe, ton équipe est démobilisée, ça se peut qu'il y a eu, je sais pas, un gros drame qui s'est passé. Tu t'en vas dans ton pôle empathique, là, tu t'en vas dans ton écoute, puis ton 2 heures que t'as pris avec ton équipe, elle va te rapporter. Clairement. Donc, cette flexibilité est extrêmement importante. Et ensuite de ça, il y a la congruence. Être sur son X. Ouais. Et ça, j'adore faire ça en coaching. C'est quoi ton X? C'est que oui, des fois, ce qu'on voit là, dans les tests psychométriques, c'est qu'on voit que la personne est tellement dans son adapté. Puis ils arrivent, ils avancent dans leur vie, là, puis il y a des problèmes de ménopause, périménopause, des machins, du stress, tout ce qu'on retrouve là dans les gens, là, des problèmes de santé mentale. Peut-être que t'es trop dans ton adapté, là, à un moment donné. C'est ça. C'est faut que tu retrouves ton X. C'est quoi ton X? Ça fait tellement longtemps que c'est dans l'adapté, ils pensent que c'est ça sa vie. Ils pensent que c'est leur identité. Ouais, non. Mais non. Exact. T'as jamais su t'étais qui. Déjà, avant même que ton... un artiste, et puis t'es comme, c'est important d'être sur son X. Ouais. Puis oui, tu vas faire évoluer la conscience, mais c'est au travers de tes beaux dessins, au travers de la poésie que tu vas écrire, au travers des tunes. C'est comme, il y a des choses qui vont faire changer le monde. D'être un bon parent. Ouais. On peut choisir de décider d'être parent à la maison, puis de dire, OK, je suis pas carriériste, puis c'est correct. Puis de pas se sentir mal pour ça. Puis d'être correct avec ça. Oui, tout à fait. Il y en a pas d'obligation, c'est notre X. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Et l'autre chose dans le leadership, Shakti leadership, c'est le voyage héroïque. Oui. Qui peut être fait consciemment, inconsciemment, intérieurement, extérieurement, quatre façons de le faire. Mais une des choses que je remarque beaucoup dans les gens qui sont dans la conscience, c'est qu'à un moment donné, tu descends du monde connu, tu tombes dans l'inconnu, et là, tu commences à te transformer, là, puis tu deviens un peu comme addict. Ouais. Oui, à la transformation, Puis là, tu veux tout changer, là, puis à un moment donné, là, non, ça marche pas. Non. Le but de la transformation, le but de notre révélation, c'est de inclure et transcender. Ouais. Tu t'en vas, tu fais face à tes peurs, tes croyances limitantes, tu viens découvrir des nouvelles capacités. Puis tu les ramènes, le cadeau, tu le ramènes dans le quotidien, tu le ramènes dans ton entreprise, tu le ramènes dans la société, tu le ramènes pour toi, tu le ramènes pour d'autres gens qui passent au travers de cette difficulté-là. Parce qu'on oublie que le parcours héroïque nous revient toujours à la maison à la fin. Oui. Avec le cadeau, avec l'apprentissage, avec la croissance. Ça. Et donc, des fois, on peut rester pris. Ouais, dans abattre le dragon. Exactement. Puis moi, je l'aime, mon conventionnel, maintenant. Je l'aime, le pratico-pratique. Ouais. Je l'aime, mon quotidien. J'aime mes finances. J'aime, tu sais, les choses terre à terre, là. Je les aime. Moi, mon adapté, j'étais très performant. Dans mon adapté, je faisais 1000 affaires, j'apprenais vite. Et j'ai découvert... Ça, tu vas en perdre ton eau? Non, mais c'est parce que ça coule un peu. J'ai découvert que je suis quelqu'un de fondamentalement calme, lent. Non, je suis tellement étonné de ça que là, je jouis de ça. Je rentre dans la lenteur, je rentre dans la pause, dans l'écoute, dans la présence. Puis j'attends justement l'impulsion pour l'action juste. Puis souvent, il y en a pas d'action. La majorité du temps, c'est juste moi en présence. Puis là, soudainement, il y a comme une action juste qui se fait. Puis là, ça se manifeste rapidement. Ce podcast est sorti d'un moment de présence, de lâcher prise, de remettre à plus grand. Puis j'ai senti l'action juste, ça s'est développé comme ça. C'est arrivé rapidement. Puis je me suis mis à enregistrer. Puis là, boum, j'ai des invités qui arrêtent pas d'arriver. De plus en plus de personnes que je sais qui je dois inviter pour le message. Puis on n'avait même pas dans la liste de mes thématiques que ça existait pas, le leadership conscient. On est allé le chercher parce qu'il fallait en parler.
Ouais. Ouais. C'est drôle parce que hier, on avait notre CA pour un Québec conscient, puis enfin, je sais pas si je peux le partager, mais en fait, on a un défi, c'est justement de parler aux leaders, puis de pas passer pour cette secte là que je te disais Ouais, au c'est début, ça, là, ouais. tantôt, là, puis de dire, ok, ben... Puis moi, je me suis dit, c'est quoi notre mission? C'est quoi? C'est quoi notre mission? Puis moi, je me suis dit, c'est devenu clair. C'est d'outiller, professionnaliser, éduquer sur c'est quoi le leadership conscient pour que les gens puissent pas l'associer à quelque chose de wou-wou, Ouais. c'est accessible, c'est structuré, c'est... Puis comment moi je peux aller me faire former, comment je Ouais. peux devenir peut-être même certifié, Ouais. puis d'amener ça comme un B Corp, comme un truc là dans Ouais. l'entreprise. Un ISO quelconque, Ouais, mais genre de comme la une conscience. sorte de certification, puis je le Ouais. sais que si j'applique ces règles-là, je vais devenir génératif d'abondance. Je vais plus être dans les dynamiques toxiques, polarisantes. Je vais être capable d'amener un langage, je vais faire vivre des valeurs, je vais faire vivre une culture qui est performante au-delà de ce qui est possible. Parce que quand t'es capable, quand t'as une équipe hyper mature, tu peux le laisser, ça, c'est incroyable, ça vaut de l'or, ça. C'est comme, et donc, je me suis dit, ça va être ça. Ouais. C'est là, je pense que c'est là qu'on s'en va, là. Ouais. C'est qu'on vient, au lieu d'avoir des certifications de whatever, mais elles sont toutes bonnes, oui. là. Non, là, je suis très, CRHA ou whatever, là, là, t'aurais un badge. Ouais, de la conscience. Ouais. T'as un LC qui apparaît à la fin de, genre, de ton titre. Why not? On le vulgarise, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui ont recherché là-dedans. Là. Exact. Raj Sisodia, là, c'est un professeur émérite. Ben, il a structuré ça. Il a dit, OK, regarde, les compagnies qui appliquent les bases du conscious capitalism performent. C'est ça. Démultiplient leur performance chaque année. Ouais. Double. Chaque année. Double. Ouais. C'est pas bien, là. Parce que ce qui était spirituel avant et wou-wou, aujourd'hui est expliqué par la science et les neurosciences. Bon, oui, puis les résultats. Les résultats, exact. Tu sais, dans son livre The Healing Organization, d'ailleurs, il sorti un autre livre que j'ai pas lu encore, qui s'appelle Healing Leaders, que j'ai hâte de lire. Mais là, son livre qui m'a le plus ému, c'était The Healing Organization, puis d'amener les gens à guérir au travers de l'organisation. Dire, OK, qu'est-ce que, tu sais, les gens ont été blessés, ont été violentés, et souvent, le plus souvent, par les organisations, leur travail. Ouais. Comment on peut les guérir? Avec le travail. Avec le travail. Ouais. Et là, il prend, je pense, une vingtaine d'études de cas. Wow. Où ils le font. Wow. Puis je pleurais, là. J'étais comme genre, ça se peut pas. Puis c'est des entreprises qui fonctionnent très bien, qui prennent des gens dans la rue, des gens qui ont pas d'avenir, et ils les amènent de zéro à des gestionnaires avec Medicare, tout ça, leurs enfants, tu sais, des gens que parce qu'ils ont leur bracelet là, ils sont pas capables de, ils peuvent pas, ils sont voués à rester sous impôt, tu sais. Donc ils changent ça, et c'est magnifique. Il y a du potentiel partout. Oui, donc voilà. Si tu avais un message à donner en finalisant, un message à donner, t'as accès à un panneau là que tout le monde va voir au Québec. Quel message tu veux leur partager? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça part de soi. On va avoir toutes les informations de comment rejoindre Jeanne dans la description. Si vous voulez amener plus de conscience dans votre entreprise. JeanneReilly.com. JeanneReilly.com. Et bientôt un nouveau projet qui s'appelle Victoria Leadership. Victoria Leadership. Ouais. Victoria, c'est une victoire à la fois. Comment on change notre leadership. Fantastique, ça. C'est ça. Et ça s'en vient. Donc, restez à l'affût pour un Québec plus conscient. Tous les détails sont ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Votre belle écoute. La prochaine fois, ça va être un mastermind. On a l'impression qu'on va avoir un épisode 2 qui s'en vient peut-être. Je suis la matricule 144, J144, et on est 10-19 de l'appel. Merci. Merci à toi.